à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Marc-Olivier Padis. Bonjour Marc-Olivier Padis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes pour nous aujourd'hui en quelque sorte une exception. Habituellement à Face aux chrétiens, nous invitons des acteurs et des actrices du monde politique. Vous êtes un observateur du monde politique puisque vous dirigez les études de la Fondation Terra Nova. La Fondation Terra Nova, c'est en quelque sorte aujourd'hui le creuset de la pensée de la gauche, ou peut-être des gauches. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Auparavant, je précise que vous avez dirigé la grande revue intellectuelle Esprit. Alors nous sommes aujourd'hui à la date limite du dépôt des candidatures à la primaire de gauche et il faut bien dire que pour beaucoup de ceux qui nous regardent, qui nous écoutent ou qui nous lisent, eh bien, cette primaire de gauche est un peu un mystère. Nous pouvons constater ce que Arnaud Montebourg, à votre place, appelait la semaine dernière l'hyperfracturation de la gauche. Donc avec vous, nous allons essayer d'y voir un peu plus clair. Vous serez interrogé dans cette édition de La Croix par Béatrice Bougnol pour La Croix, dans cette édition de Face aux chrétiens, pardon, par Béatrice Bougnol pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. Voilà, c'est Béatrice Bougnol qui vous pose la toute première question. Oui, donc en effet, Marc-Olivier Padis, la gauche n'a jamais été aussi éclatée. Au sein de la primaire de la Belle Alliance, il y a les candidats frondeurs, très critiques envers le quinquennat de François Hollande. À l'extérieur de la primaire, il y a les deux candidatures à gauche de Jean-Luc Mélenchon, plus au centre d'Emmanuel Macron. Alors toutes ces gauches sont-elles aujourd'hui réconciliables ? Peut-on réconcilier Marc-Olivier Padis ? C'est l'expression de Manuel Valls. Il y a à gauche des positions irréconciliables. Il n'a pas parlé d'ailleurs de gauche irréconciliable, mais de positions irréconciliables. Et il avait en tête, en réalité, plutôt Jean-Luc Mélenchon que les frondeurs du Parti socialiste. C'est vrai que la gauche est aujourd'hui dans un état de dispersion et de division assez avancé. Ça fait quand même aussi partie de son histoire. Le Parti socialiste a toujours été un parti qui a cherché à combiner en son sein des courants réformistes et des courants issus du mouvement révolutionnaire. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas depuis Jaurès, depuis Blum, depuis avec 1920. Mitterrand, depuis pratiquement le début. Et c'est la vocation de cette gauche d'essayer de se rassembler et le fait que ça reste problématique, surtout quand la gauche a exercé le pouvoir, il y a une sorte de fatalité ou de mécanisme récurrent. On peut appeler l'ambition et le remords, c'est-à-dire il y a la volonté de conquête du pouvoir. Bon, on l'a vu en 2012 contre Sarkozy, il y avait vraiment un adversaire, l'envie de revenir aux affaires, d'exercer des responsabilités qui a fait une synthèse. Et puis le remords, une fois qu'on a exercé le pouvoir, il y a toujours une partie de la gauche qui dit on a trahi nos idéaux, on n'a pas été fidèle à notre électorat, on n'a pas fait ce qu'il en fait. C'est récurrent depuis le Front populaire. C'est quelque chose. Et en général, il y a, après l'exercice du pouvoir, un congrès qui règle les comptes, où les différents courants se comptent. Et c'est ce qui se passe à nouveau. L'originalité de ce quinquennat, c'est que ça s'est passé dès le début. En fait, il y a eu des députés socialistes qui, dès le début du quinquennat de François Hollande, ont voté contre le gouvernement. Et ça, François Hollande n'a pas su trouver comment gérer cette indiscipline interne et cette fracture qui est un peu, qu'il connaît très bien, bien sûr, en tant qu'ancien premier secrétaire du Parti socialiste. Il a géré ces divisions pendant des années. Pas très bien, parce qu'il a toujours proposé une espèce de synthèse un peu anesthésiante, et dans le fond, c'est lui qui en a payé les frais. Le prix. Romain Masneau, RCF. Je vous dis, tout ça, c'est récurrent, ces tensions, mais tout de même avec un candidat issu de la primaire de gauche qui n'est pas sûr d'arriver même en tête des candidats de gauche. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à la fin d'un cycle du PS d'Épinay de 71 ? C'est la fin d'un cycle ou pas ? Marc-Olivier Padis. Beaucoup de candidats aujourd'hui à cette primaire résonnent avec votre question. Ils se disent probablement le Parti socialiste va se transformer si une défaite devait survenir à l'élection présidentielle. Et donc tout le monde se positionne en fonction de cette reconstruction future. Ce qui est peut-être un peu prématuré parce que la scène politique est mouvante. C'est vrai que le Parti socialiste est en très mauvaise position. La gauche, dans l'ensemble, ne se présente pas très bien à cette élection. Et cette division, elle s'appuie effectivement sur cette dynamique. Tout le monde pense déjà au coup d'après. Que va-t-il se passer ? L'objectif, ce n'est pas la présidentielle, finalement.
L'objectif, il y a la présidentielle et aussi de prendre position pour une reconstruction éventuelle, parce que tout le monde sent que les choses ne pourront pas rester en l'état. Mais c'est vrai que cette division contre laquelle beaucoup essayent de réagir depuis des mois. Yannick Jadot, par exemple, qui est le candidat des Verts et qui ne participera pas à la primaire, appelait il y a quelques mois à une primaire unique de la gauche pour éviter cette division. Aujourd'hui, lui-même est dans la division. Et même, dans le fond, en réfléchissant à votre question, je me dis qu'il faudrait revoir l'épisode du 21 avril 2012 à la lumière de 2002, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que après le 21 avril 2002, on s'est dit ah oui, on n'avait pas fait attention, il y avait trop de candidatures, on n'a pas pensé qu'on pouvait être éliminé. Mais aujourd'hui, rétrospectivement, on peut se demander, il n'y avait peut-être pas seulement ça, c'est-à-dire qu'il y a un refus de l'Union. Il y a une volonté vraiment de faire valoir des points de vue, chacun de jouer sa petite stratégie, qui est quelque chose qui est ancré très profondément dans la culture de gauche. Plus que la volonté de rassembler, peut-être. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, à droite comme à gauche, il y a des adversaires du système des primaires au motif que ça génère plus de confusion qu'autre chose. Comment cette primaire de gauche va-t-elle générer de la clarté ? Marc-Olivier Padis. Alors Terra Nova, on est dans une position particulière sur ce sujet parce que c'est nous qui avons plaidé fortement pour les primaires, c'est nous qui en avons donné en quelque sorte le mode d'emploi et le Parti socialiste ne l'a adopté qu'un peu suite à des propositions et un mouvement d'ailleurs où Arnaud Montebourg aussi a beaucoup pesé. Donc moi, je suis toujours pour les primaires et le succès de la primaire de droite, avec plus de 4 millions de participants, montre bien que ça correspond à un désir de participation démocratique très fort. Néanmoins, on voit bien des critiques sur ces primaires, mais quel est le résultat ? La première clarification, elle a déjà eu lieu. Il y a quelques mois, quand on demandait, ou même encore quelques semaines, quand on demandait aux électeurs comment est-ce que vous voyez l'élection présidentielle, beaucoup d'électeurs ne se projetaient pas d'ailleurs encore dans l'élection présidentielle. Ça commence tout doucement, on est encore très tôt dans le processus. Mais le message des électeurs, c'était de dire « nous ne voulons pas reproduire le scénario de 2012 avec les mêmes candidats ». Ce que promettaient les commentateurs, les sondeurs, c'était un match Hollande-Sarkozy. Et beaucoup de Français disaient « nous ne voulons pas de la répétition du match de 2012 ». Donc on a sorti les sortants. Et donc, on a sorti les sortants. Mais là, ce n'est pas seulement, disons, la sanction contre les deux anciens présidents. C'est aussi le désir que le jeu soit ouvert pour l'élection présidentielle. Que l'élection présidentielle, qui est le grand moment, le rendez-vous démocratique, où on peut mettre à peu près tous les sujets sur la table, ne soit pas capté, préempté par un jeu de personnes avec les deux personnalités, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et ce qu'a permis le processus des primaires, et c'est déjà une clarification, c'est dans le fond de rouvrir le champ des possibles, de sortir Nicolas Sarkozy, sortir François Hollande, et ça nous donne devant nous un débat présidentiel qui sera un vrai débat. Espérons, espérons. Béatrice Bougnol, La Croix. Sur le système des primaires ouvertes, justement, celle de 2011 a assis la légitimité du processus, notamment parce qu'elle a réussi à désigner, en la personne de François Hollande, le futur chef de l'État. Imaginons un instant qu'en 2017, ce soit un candidat hors primaire qui l'emporte. Est-ce que ça ne pourra pas entraîner une fragilisation du système de ces primaires ouvertes ? Marc-Olivier Padis. C'est tout à fait possible. Avec les candidatures de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui sont aujourd'hui, dans le fond, les deux candidats à gauche, si je classe Emmanuel Macron à gauche, les mieux placés. Il est tout à fait possible que ces candidats, que les primaires apparaissent comme inutiles la prochaine fois. Néanmoins, chacun des deux candidats, le système des primaires est articulé au système des partis. Et le système des partis lui-même est fragilisé aujourd'hui. Il est bien fatigué. Il est bien fatigué.
les primaires de droite ont montré qu'il y a une certaine Oui. solidité, malgré tout, Quand même. du système des partis. François Fillon est un ancien Premier ministre, quelqu'un qui a un cursus honorum de la République tout à fait classique. C'est celui qui était aussi le soutenu par le plus de parlementaires. Et donc tout ça compte, ça montre que il y a des partis vivent résistances encore. quand même très fortes. Oui. Il y a des constantes des institutions de la Ve République. Mais vous avez raison. Il est tout à fait possible que le système des primaires soit fragilisé si la primaire socialiste, et c'est bien possible, se révèle fasse un peu triste figure. Parce que là, la marche est très très haute. La participation, le succès de la primaire de droite, ce sera très difficile de faire aussi bien pour le Parti socialiste, ou disons ce qui s'appelle la primaire de la Belle Alliance populaire. Romain Masneau, RCF. Est-ce que Manuel Valls peut faire la différence face à ses concurrents de la primaire et face à Emmanuel Macron sur les questions régaliennes, notamment la sécurité, où il est peut-être mieux identifié que les autres? Marc-Olivier Padis. C'est certainement son calcul, c'est son point, c'est son atout principal. Il a été Premier ministre, il a toujours eu un discours assez articulé sur ces thèmes sécurité, identité, laïcité, sur lequel il est assez seul à gauche à tenir ce discours, donc c'est un avantage. En même temps, en tant que Premier ministre, il aurait pu étoffer un peu, disons, son portefeuille de compétences, des sujets sur lesquels on l'entend, et ça reste un peu limité pour le moment. Donc, comme candidat, il devra aussi traiter d'autres sujets, mais c'est évident, malgré tout. Alors, beaucoup dépend maintenant du résultat de la primaire de droite. Si Nicolas Sarkozy avait gagné la primaire de droite, il est certain que les thèmes identité et sécurité auraient été poussés beaucoup plus avant. Avec François Fillon, on a vu qu'on revenait à une campagne dans laquelle les thèmes économiques seront plus prépondérants, économie, compétitivité, réforme de l'État-providence. Et ce ne sont pas les thèmes de Manuel Valls. Et ce ne sont pas les thèmes de Manuel Valls. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous compariez tout à l'heure les deux primaires, la droite et la gauche, en termes de nombre de votants. À partir de quel niveau de votants vous trouverez que la primaire est un succès? C'est une grande interrogation, ça, Marc-Olivier Padis. Aujourd'hui, on ne sait pas. C'est difficile à dire. La capacité d'organisation du Parti socialiste, ils ont déjà une expérience, donc ils peuvent faire les choses. Mais il y a eu une hémorragie des militants, dit-on. Il y a eu une hémorragie des militants, et en fait, on ne sait pas exactement si les militants qui sont restés sont les plus loyalistes ou les plus frondeurs. Ou les plus frondeurs. Mais en fait, personne ne sait ça. Et on ne sait pas qui vient participer à ces primaires. C'est la grande inconnue, c'est pour ça qu'il est très difficile de se prononcer. Moi, je dirais qu'au-dessus d'1 million, ça limite les dégâts, ça reste une primaire quand même tout à fait estimable. Ce serait honorable. L'idéal serait à quelle jauge, à votre avis? S'ils arrivaient à 2 millions, ce serait vraiment très bien. À 1 million, ça reste représentatif d'un électorat. Une dernière question de Béatrice Bougnol. Juste pour prolonger peut-être sur ça, ça serait tout de même moitié moins qu'en 2011. Absolument. Tout dépend tout dépend du désir de participation des électeurs. 2011, d'un côté, les électeurs de gauche avaient envie de participer. Il y avait l'adversaire idéal, Nicolas Sarkozy, face à eux. En même temps, la primaire était quelque chose de neuf, pas encore installé dans le paysage, donc beaucoup de gens ont pu hésiter à y aller. À l'époque, 2 millions, ça semblait vraiment très, très en haut de la fourchette de la participation estimée. On a vu avec la primaire de droite qu'on pouvait aller bien au-delà, mais bien sûr, là, le Parti socialiste, à mon avis, ne fera même pas aussi bien qu'en 2011. Bien, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, Marc-Olivier Padis. Je rappelle que vous êtes directeur des études de la Fondation Terra Nova, qui est l'un des creusets de la pensée de gauche. Et nous essayons avec vous, dans cette édition de Face aux chrétiens, d'y voir plus clair dans cette primaire de la gauche. Nous allons marquer une première pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite. Merci.
Retour sur le plateau de KTO pour Face aux chrétiens, avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, exceptionnellement, n'est pas un acteur de la vie politique, mais un observateur, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la fondation Terra Nova, qui est une fondation au sein de laquelle la pensée de gauche s'élabore. Il est interrogé par Béatrice Bougnol pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas encore combien il y aura de candidats retenus pour la primaire, si c'est 7 ou 8 ou plus ou moins. Comment vous pourriez qualifier les principaux candidats ? Alors, peut-être à gauche, Mélenchon. Alors, Mélenchon hors primaire. Hors primaire, c'est vrai. Hors primaire. Donc, Mélenchon cultive un espace qui existe à la gauche du Parti socialiste, qui est un espace qui fait effectivement entre 10 et 12%, espace dans lequel on trouve à la fois les communistes, l'extrême gauche, les restes de trotskistes, tout ce musée de l'histoire politique française. Parce que nous avons aussi 2 candidats trotskistes qui sont attendus. Inévitablement, mais il faut... Mais c'est un musée à vos yeux. Oui, c'est vraiment une tradition politique. Je pense qu'on représente une sorte de conservatoire naturel de ces espèces en voie de disparition, enfin qui sont quand même assez présentes. Donc il y a toujours eu cet espace qui reste assez fort, surtout dans le contexte actuel, c'est-à-dire d'une sortie d'un quinquennat de gauche. Mais pour moi, c'est... disons, un espace qui n'a pas de possibilité d'extension. Il reste plafonné autour du bon score. Donc pas plus dans de 10 lequel à il se 12%. trouve. Pas plus de, à mon avis. Alors la question d'Alain portait sur les candidats. Plutôt la primaire, oui. Oui. Voilà. Alors la grande question de la primaire, c'était l'absence de la représentation du cœur du Parti socialiste. Martine Aubry a utilisé cette expression-là pour ne pas dire le centre, parce que ça crée des confusions si on dit le centre du Parti socialiste. Mais il faut voir qu'on a parlé pendant ce quinquennat énormément des frondeurs, c'est-à-dire des députés qui ont contesté l'action du président de la République. Mais on en a parlé, et c'est normal que les journalistes politiques en aient parlé, parce que c'est un fait politique inhabituel qu'une partie de la majorité conteste, dans le fond, le groupe dans lequel il se trouve. Néanmoins, on a aussi surévalué, ce faisant, la place et l'importance de ces frondeurs, qui sont peut-être au maximum 20% du groupe parlementaire socialiste. Or, les 80% qui restent, c'est ça qui sont restés derrière l'action du gouvernement et du président de la République. Alors, est-ce que ce n'est pas l'espace de Vincent Peillon aujourd'hui ? Alors justement, cet espace n'était pas représenté, cette sensibilité n'était pas représentée parce qu'il y avait, disons, sur le flanc droit, Manuel Valls, et puis tous les autres, plutôt effectivement Montebourg, Hamon, les frondeurs, et puis François de Rugy et Jean-Luc Benamias pour une écologie socialiste. Et donc la candidature de Vincent Peillon est venue répondre à ce vide, il est venu occuper ce vide pour, à la fois, dans le fond, c'est ce qu'il a commencé à faire, défendre le bilan de François Hollande, et il occupe le créneau d'une certaine fierté de la gauche qui défend ses valeurs, qui veut, disons, bien assurer dans ses fondements la défense de la fonction publique, du service public, du modèle etc. français. Ça vous paraît porteur, ce créneau-là ? Je ne sais pas du tout ce que ça va donner pour ce qui est des primaires. Mais il faut bien voir, c'est-à-dire du point de vue de la participation des gens qui seront mobilisés, qui auront envie de venir. Mais il faut bien voir que c'est lui qui représente quand même effectivement une sensibilité majoritaire du cœur des socialistes aujourd'hui. D'accord. Romain Mazenot, RCF. Est-ce qu'il n'est pas un peu surprenant que 2 des principaux favoris de la primaire, Manuel Valls et Arnaud Montebourg, aient toujours été considérés comme assez minoritaires dans leur propre parti, que peut-être que c'est un des 2 qui va devoir rassembler ? Marc-Olivier Padis. Effectivement, c'est surprenant. D'ailleurs, il faut revenir aux primaires de 2011 pour comprendre. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la possibilité de clarifier idéologiquement la position d'un parti par les primaires. Or, François Hollande a gagné les primaires et il aurait pu en profiter pour dire, eh bien, la ligne politique que je représente l'a emporté sur les autres et donc c'est celle-là qui doit s'imposer dans l'action que je mènerai comme président de la République. Or, qu'a-t-il fait quand il a gagné les primaires ?
incorrigible, il a fait la synthèse. Il est allé chercher Manuel Valls comme porte-parole, puis ensuite Arnaud Montebourg comme ministre de l'économie pour mener un programme contre lequel Montebourg avait fait campagne dans sa primaire. Donc un paradoxe total. Un paradoxe total qui, d'ailleurs, à mon avis, a handicapé la ligne politique de François Hollande, puisque le grand échec de ce quinquennat, c'est la lisibilité de son action. Il n'a jamais vraiment expliqué, défendu. Et la clarification qui pouvait surgir des primaires n'a pas été si profitable que ça, parce que François Hollande a voulu faire la synthèse, et donc il a pris avec lui, disons, les numéros 2 et numéro 3, Montebourg et Valls. Alors c'est vrai que les deux ont toujours représenté des sensibilités assez marginales. Ils devront faire la synthèse. L'autre originalité de la situation, c'est qu'on a vraiment un renouvellement au sens d'un saut de génération maintenant. On n'est passé vraiment aucun cas. Tous les candidats sont de la même génération, ils ont le même âge, ils ont fait le même parcours au Parti socialiste. Et donc toute la génération, disons, François Hollande, Martine Aubry, maintenant est en train de passer la main. Béatrice Bougnol, La Croix. Oui, parmi les différents candidats à cette primaire, il y a aussi le candidat écologiste. C'est un thème, l'écologie, qui a été la grande absente des débats de la primaire de droite. Est-ce que vous pensez que ce thème-là va s'imposer dans les débats à gauche? Et s'il s'impose, est-ce que ce thème peut être clivant entre les candidats? Marc-Olivier Padis. Ce qui est intéressant, c'est que le candidat qui défend le plus une perspective écologiste aujourd'hui c'est Benoît Hamon, qui était frondeur avec Arnaud Montebourg. Ça n'est pas Yannick Jadot. Alors parce que Yannick Jadot est hors de la primaire. Alors, voilà, bon. Il est hors de la primaire, il aurait pu être dedans. Alors c'est vrai que Yannick Jadot, en même temps, il a gagné une primaire, lui, sa propre primaire, ce qui ne l'empêchait pas d'en participer à une deuxième. C'est quelqu'un qui peut faire vivre le débat autour de l'écologie de façon vraiment intéressante, parce qu'il connaît bien ses dossiers, il est éloquent, il aime la discussion. Mais l'originalité, c'est la manière dont Benoît Hamon s'est approprié aujourd'hui la question de l'écologie en défendant une ligne antiproductiviste, une ligne, disons, sociale, environnementale, qui est assez originale. Décroissante. Alors, il est, de ce point de vue-là, très opposé à l'industrialisme patriotique que défend Arnaud Montebourg. Et puis, comme vous l'avez dit sur Manuel Valls, on ne sait pas trop comment il se situe économiquement. Parce que même si, en tant que Premier ministre, il est l'héritier de l'action du gouvernement, tout ce qui relevait de l'action économique était quand même directement piloté par l'Élysée. On sait que François Hollande aime bien traiter des questions économiques, il est compétent sur le sujet. Et donc Manuel Valls ne s'est pas vraiment emparé de ces sujets-là. C'est la grande inconnue, c'est quelle est la position de Manuel Valls sur l'économie. En même temps, on l'imagine mal se saisir des thèmes environnementaux, donc tout dépend, je dirais, pour répondre à votre question, de la place que va prendre Benoît Hamon dans cette campagne. Romain Masneau, RCF. Une toute autre question. Les évêques ont publié il y a quelques semaines un texte sur la politique, refonder la politique, où ils soulignent qu'il y a différentes sensibilités aujourd'hui spirituelles, religieuses. Ils parlent aussi de la tentation de faire table rase du passé, d'oublier ce qui nous a construit. Est-ce que c'est une tentation qui est présente toujours aujourd'hui à gauche? Marc-Olivier Padis. Il ne me semble pas, dans la mesure où, à gauche, une grande partie des électeurs sont motivés par la défense du système social français, du modèle français. Et à certains égards, on voit bien dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi d'autres candidats de gauche, qu'il y a l'entretien d'une certaine nostalgie du passé, nostalgie de la classe ouvrière, nostalgie des acquis des luttes sociales. C'est illusoire aujourd'hui? Non, moi je ne crois pas. Je suis toujours surpris, y compris quand des candidats de gauche disent l'état des providences a disparu. C'est complètement faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde en flux monétaire la part que nous consacrons à la solidarité dans la création de richesses est tout à fait considérable. Et je trouve que personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Et ça peut rester considérable? On a les moyens de maintenir cela, Marc-Olivier Padis? C'est pas tellement une question de moyens, c'est une question de la quantité que vous voulez mutualiser dans une économie. Demain, mettons qu'on privatise notre assurance santé. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça changera? On continuera à se soigner.
on continuera à dépenser autant dans les dépenses de santé, sinon plus. Et donc, c'est juste une question de circuit économique. Mais au bout du compte, aujourd'hui, on essaye de limiter les dépenses de santé, d'être plus efficient à l'hôpital, de ne pas avoir de gaspillage avec la médecine de ville. Mais on défend quand même, enfin, disons, c'est pas une question de volume d'argent insupportable. De toute façon, tout ça est réinjecté dans l'économie et fonctionne d'une manière ou d'une autre. Béatrice Bougnol, la Croix. Oui, justement, dans ce document publié par les évêques de France ces dernières semaines, qui s'appelait « Refonder le politique », ils appelaient à reconstruire un contrat social, refonder le contrat social aujourd'hui, notamment en renouant une relation de confiance avec les couches les plus populaires. Est-ce que c'est ça la mission qui incombe aujourd'hui à la gauche ? Certainement, cette question de la rupture entre la gauche et les classes populaires est une question très sensible à gauche, parce que la gauche, en fait, a perdu son récit historique, qui était un récit orienté vers le futur, un récit progressiste. Une philosophie de l'histoire qui faisait que les luttes sociales allaient déboucher le progrès sur était inéluctable. Inéluctable et forcément optimiste. Aujourd'hui, on voit que le progrès avance tout seul, mais on est beaucoup moins optimiste sur les résultats du progrès. Et donc, avec, disons, son discours historique, la gauche a perdu aussi le sens que les classes populaires étaient investies d'une mission historique. Elles avaient une place dans l'histoire et leur situation était mise en perspective dans une histoire longue à la fois des conquêtes sociales et puis en même temps d'un avenir qui pourrait se dessiner. Alors aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que la gauche a, dans le meilleur des cas, un discours de bonne gestion, un discours de responsabilité, comme disait François Hollande, de sérieux budgétaire, par exemple. Et donc, c'est difficile d'emmener des classes populaires qui vivent la difficulté économique au quotidien avec un discours comme ça. Mais je dirais, la difficulté est encore plus grande, c'est que on ne peut pas simplement aujourd'hui décrire aisément les classes populaires. Au fond, qui sont les classes populaires ? Comment les saisir ? Ce n'est plus vraiment la classe ouvrière. Si on demande aux ouvriers, est-ce que vous appartenez aux classes populaires ? Ils répondent non. Ils se sentent plutôt membres des classes moyennes. Classe moyenne menacée de régression sociale, ce qui provoque une anxiété, ce qui est très très fort. Et ce qu'on constate, c'est l'impact intergénérationnel que ça a, parce que beaucoup de gens qui sont par exemple dans les classes populaires ou qui ont encore la perspective de rejoindre les classes moyennes disent pour nous ça va, mais pour nos enfants, on sent bien que ce sera beaucoup plus difficile. Donc toute cette histoire qui est à la fois qui était l'histoire de l'émancipation vue par la gauche, mais qui était aussi l'histoire de la méritocratie républicaine qui faisait respirer le système français, ne fonctionne plus. La suceur sociale est bloquée. Donc comment est-ce qu'on répond à tout ça ? Qui sont ces classes populaires ? Ce sont plutôt les gens exclus du travail. Et aujourd'hui, il y a un conflit qui est alimenté, malheureusement, par une part de la classe politique, entre les classes populaires exclues du travail et les classes populaires insérées dans le travail. Et ce conflit entre les deux... La frontière passe là pour vous ? Il y a une frontière, oui, qui passe là sur, notamment, on voit bien comment est instrumentalisé, par exemple, le thème de l'assistanat. Ce thème est fait pour élargir la faille entre ces deux moitiés des classes populaires. Aujourd'hui, je pense, l'enjeu pour la gauche, qui n'est pas facile, c'est de trouver un message qui arrive à apporter à nouveau les intérêts communs de cette classe populaire qui est fragmentée de l'intérieur. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, on a vu à travers diverses affaires récentes sur le voile, sur la nourriture à l'école, sur les crèches, que la laïcité à la française devenait très crispée. Comment vous expliquez ça ? C'est quand même étrange. Marc-Olivier Padis. La gauche est très divisée sur le sujet. Et d'ailleurs, on le verra dans les débats entre Manuel Valls et Vincent Peillon. Ou entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui n'ont pas du tout la même perspective là-dessus. Emmanuel Macron, par exemple, est pour une laïcité ouverte, pour résumer, comme on pourrait dire maintenant. Vincent Peillon, qui est un très bon connaisseur des philosophes de la fin du 19e siècle. Qui a écrit sur le sujet. Qui a écrit sur le sujet. Il connaît très bien les grands penseurs républicains qui sont arrivés à une loi de modération. La loi de 1905 défend aussi une ligne de laïcité ouverte, mais c'est vrai que
pour Manuel Valls et une partie de la gauche, il y a eu un raidissement dans l'utilisation du thème de la laïcité. Et ce raidissement n'est pas étranger à l'installation progressive, ou plutôt la prise de conscience que nous faisons actuellement de l'installation progressive de l'islam en France. La laïcité, on le sait bien, elle a été pensée dans un contexte catholique, un contexte où la religion encore très majoritaire des Français était le catholicisme. On peut plaider le fait que, comme la loi de 1905 est très bien pensée et qu'elle ne désigne aucun culte en particulier, aucune religion n'est citée dans le texte de la loi de 1905. Du coup, elle pourrait être utilisée. Elle est valable pour toutes les religions. Et moi, je suis relativement optimiste sur le fait qu'on va trouver les bons accommodements pour que l'islam trouve sa place dans le cadre de la laïcité française sans avoir besoin de changer ce cadre. Il n'empêche que d'un point de vue politique, c'est un sujet sensible, d'autant plus que l'extrême droite en profite pour jeter de l'huile sur le feu. Mais vous prenez acte de la division de la gauche sur cette question-là. Absolument. Oui, une vraie difficulté. Béatrice Bougnol, La Croix. Oui, il y a eu un autre sujet qui a divisé aussi la gauche. Ça a été à la fois la déchéance de nationalité, à la fois le prolongement de l'état d'urgence. Est-ce que sur ces questions de sécurité, il peut y avoir un consensus à la faveur de cette primaire ? Marc-Olivier Padis. J'en doute parce que la confrontation, notamment autour de Manuel Valls, va compliquer le débat. Manuel Valls, bien sûr, a une image très attachée à la défense de la sécurité et comme Premier ministre, il a eu à gérer la situation des attentats. Il connaît la situation de l'intérieur. Il connaît la situation de l'intérieur et il sait aussi toutes les ressources politiques que recèle le sujet. Sur la déchéance de nationalité, je pense que François Hollande a voulu déminer le terrain dans le discours dans lequel il a annoncé qu'il ne se présenterait pas, en prenant sur lui la responsabilité de la déchéance de nationalité de manière à l'extraire du débat. Et donc il est tout à fait possible que ce sujet-là soit neutralisé. Et qu'on n'en parle plus. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, faut-il instaurer un revenu universel pour tous, puisque c'est un thème qui revient à droite comme à gauche. Ce sera certainement, c'est déjà le premier thème qui s'est imposé dans cette campagne présidentielle. Pour des raisons d'ailleurs différentes, c'est-à-dire que les candidats de gauche sont toujours plus ou moins à la recherche d'une nouvelle utopie qui pourrait mobiliser leurs électeurs. Utopie. Oui. Utopie, Oui. j'assume le terme. Et puis, à droite, c'est un sujet qui a émergé aussi dans ce que j'appellerais plutôt un tour de passe-passe qui permettrait plutôt d'arriver à réduire les minima sociaux à la portion congrue. J'en profite pour dire que nous avons fait une contribution sur le sujet, nous, Terra Nova, parce que nous sommes plutôt contre le revenu unique qui est défendu aujourd'hui par Benoît Hamon principalement. Pourquoi ? Parce que nous sommes sociodémocrates, c'est-à-dire nous croyons que la solidarité est articulée sur le travail et que l'accès au travail, l'emploi reste un facteur de réalisation personnelle et de réalisation sociale qui reste indispensable. Et en outre, l'ensemble de notre système de solidarité et de protection est fondé sur le travail. Donc il faut que les gens aient du boulot. C'est la base. Il faut que les gens aient du boulot pour, pas simplement comme un revenu, pas simplement comme un gagne-pain, mais comme une participation. C'est ce que dit Macron, je suis le candidat du travail. Alors Emmanuel Macron, on voit bien qu'il arrive à toucher un électorat, et d'ailleurs une part de ces classes populaires qui ne croient plus aux promesses de la gauche d'emploi aidé se retrouvent beaucoup plus dans le discours de la réussite personnelle, de l'initiative, de l'innovation un peu à l'américaine qu'a Emmanuel Macron. Mais j'en reviens à votre question, pourquoi pas un revenu unique ? Premièrement, pour une raison, je dirais, de philosophie sociale, c'est que notre État-providence, qui est issu à la fois de la tradition républicaine, de la tradition mutualiste et en partie de la tradition socialiste, est articulé sur le travail. Et on ne peut pas bouleverser ça. Mais l'autre raison toute simple, c'est que les partisans du revenu unique ne sont pas capables d'expliquer comment on le finance. C'est-à-dire soit on fait un revenu unique qui est très très faible, Benoît Hamon propose 530 et quelques euros, qui est en dessous des minima sociaux aujourd'hui. Donc quel intérêt ? En plus c'est anti-redistributif, puisque on le distribue à tout le monde, à des gens qui n'en ont pas besoin. Alors le seul argument qu'on peut avoir en faveur d'un revenu unique,
c'est que ce revenu serait inconditionnel et que ça simplifierait énormément la gestion des choses, puisqu'on n'aurait plus besoin de remplir des dossiers, de faire preuve de prouver que toutes les conditionnalités serait beaucoup plus compliqué. Et l'État pourrait faire des économies là-dessus. C'est pour ça que nous avons proposé un revenu minimum décent, c'est-à-dire qui garantisse une vie décente, plutôt autour de 750-800 euros, mais comme revenu minimum. Donc, en fusionnant les 9-10 minima sociaux différents qui existent aujourd'hui, où il y a un coût de gestion, une complexité qui est très lourde, et on pourrait gagner là-dessus, à la fois en simplicité pour les administrations, en simplicité pour les personnes qui le perçoivent, et à coût pas égal, mais avec une augmentation de la charge financière qui serait raisonnable. Très bien, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, Marc-Olivier Padis, pour que vous nous aidiez à comprendre cette dynamique et puis ce qui se passe à gauche, la pensée de la gauche, puisque vous dirigez les études de la Fondation Terra Nova. Nous allons marquer une deuxième pause. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, qui nous aide à comprendre ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se pense à gauche. Il est interrogé par Béatrice Bougnol pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question de cette troisième partie. On n'a pas encore parlé du Front National. Si Marine Le Pen arrive au second tour de la présidentielle, comme ça semble possible, voire probable, face à François Fillon peut-être, est-ce qu'il pourrait y avoir un front républicain de la gauche en faveur de François Fillon, comme il y en avait eu un en 2002 en faveur de Jacques Chirac? Marc-Olivier Padis. Pas dans les mêmes conditions. Je veux dire, ça ne sera pas aussi massif et automatique? Ce ne sera pas automatique et il faudra envoyer des signes beaucoup plus clairs du fait que le vote des électeurs de gauche serait pris en compte dans la ligne politique et la composition du gouvernement qui suivrait. Une grande coalition, je ne pense pas que la gauche soit en situation de pouvoir l'exiger. Ce n'est pas dans la culture française non plus. Ce serait pourquoi pas? Pourquoi ne pas commencer à cette occasion-là? Mais j'ai du mal à y croire parce que de toute façon, si François Fillon se retrouvait au deuxième tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, il n'aurait pas vraiment besoin d'une grande coalition pour gagner. Donc il ne donnerait pas les signes que vous évoquez? S'il ne donnait pas ces signes-là, ce serait tout de même risqué parce que Marine Le Pen est capable de s'adresser à des segments extraordinairement variés de l'électorat, contrairement peut-être à François Fillon, qui, on l'a vu pour les primaires, a une très bonne assise électorale, mais qui est difficile à élargir en termes de sensibilité de droite. Et donc, il n'est pas impossible qu'une partie des électeurs de gauche aille voter pour Marine Le Pen. Les électeurs de gauche soucieux, par exemple, de protection sociale? Parce qu'elle a décidé de miser sur ce discours conservateur, pour le coup, de la défense des services publics à la française. Elle s'adresse maintenant aux fonctionnaires. Elle s'adresse justement à la petite fonction publique. Et elle a trouvé une sensibilité, elle a touché des échos à cela. Donc, il ne faudrait pas jouer avec ça. Mais après, tout dépendra aussi des élections législatives. C'est-à-dire, il est quand même probable que les Républicains pourront avoir une majorité aux élections législatives qui suivront l'élection présidentielle. Donc, ils ne seront pas les otages des élus du Front National. C'est ce que le Front National ne seront pas les frondeurs de François Fillon? Ça, je pense que c'est relativement... c'est peu risqué pour François Fillon. Pour qu'il fasse une alliance électorale avec la gauche, il faudrait qu'il y ait, disons, un groupe parlementaire de gauche suffisamment consistant. Or, avec la dispersion déjà des voix, je veux dire celles qu'on observe déjà, il est probable que les groupes parlementaires ne seront pas très très puissants. Toute l'inconnu sera aussi si Emmanuel Macron est capable de passer, disons, à la candidature personnelle, qui est un peu dans l'état d'esprit des institutions de la Ve République, à un groupe parlementaire, ce qui est encore une autre histoire, parce que ces marcheurs
qui le soutiennent, qui font une sorte d'ersatz de parti politique pour soutenir sa candidature, est-ce qu'ils pourront aller jusqu'à à présenter des candidats dans les circonscriptions en conflit avec les candidats de la gauche traditionnelle, en conflit avec les candidats du Front de gauche? Tout ça est très incertain. Et donc, la taille du groupe parlementaire que pourrait avoir En Marche si Emmanuel Macron va jusqu'au bout de la démarche est vraiment une grosse inconnue. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Précisément, avec la candidature de M. Macron, est-ce que François Bayrou a encore un espace politique? J'ai du mal à le voir. J'ai du mal à le voir, surtout si l'on observe cet autre phénomène que je trouve très frappant dans cette campagne, qui est l'accélération de la vie politique. On voit qu'il y a une obsolescence des carrières politiques. François Hollande ne peut même pas se représenter. Je n'ai pas fait le décompte exactement, mais ce serait quoi la 5e candidature de Bayrou à une élection présidentielle? Ça me semble difficile. Vous pensez qu'il pourrait être sorti avec les autres sortants? Je ne sais même pas s'il pourrait rentrer. Je ne vois pas l'espace. Vu l'espace qu'occupe Emmanuel Macron aujourd'hui, évidemment, espace sondagier. Mais tout de même, il a beaucoup d'atouts face à François Bayrou. Béatrice Bougniol, La Croix. On parlait du Front National. Marine Le Pen s'est réjouie, la première, de la montée des populismes qu'on peut constater à la fois en Europe et outre-Atlantique. Est-ce que la France peut échapper à cette vague populiste? Ce n'est pas certain, et beaucoup d'éléments sont réunis pour rendre possible une progression de Marine Le Pen. La difficulté économique, l'incertitude internationale, une sorte de malaise du récit identitaire français sur lequel elle spécule beaucoup. C'est vrai que tout le contexte international n'est guère favorable. Qu'est-ce qui peut résister par rapport à ça? C'est la stabilité des fondamentaux de nos institutions. Est-ce que la Ve République est prise par ce mouvement d'accélération que je décrivais, ou reste-t-elle stable sur ses fondamentaux? Le vieux navire peut-il encore voguer? Qui est quand même une constitution faite par Charles de Gaulle dans un contexte aussi de très grande turbulence politique, et donc qui est faite pour résister dans ces circonstances. Il y a des indices qui montrent la stabilité du jeu politique français. Par exemple, le fait que François Fillon gagne les primaires de la droite, c'est-à-dire un discours conservateur très classique par un ancien Premier ministre, quelqu'un qui est vraiment le personnel politique, disons, crédible de nos institutions. Et puis d'autres éléments qui montrent une accélération, par exemple la percée d'Emmanuel Macron, par exemple le fait que François Hollande ne puisse pas se représenter, par exemple l'émiettement complet du champ de la gauche. Et donc toute la question aujourd'hui qui est très difficile à trancher, c'est la pondération entre ces éléments de stabilité dus à nos institutions et ces éléments d'accélération qu'on observe partout. On a vu en Grande-Bretagne, Jeremy Corbyn... Ça glisse de partout. Prendre la tête du Parti travailliste venant de nulle part. On a vu en Espagne des changements extrêmement rapides, en Italie. Il n'y a guère que l'Allemagne aujourd'hui qui montre une très grande stabilité politique, mais même en Allemagne, un mouvement populiste est en train de prendre racine et peut tout à fait se développer rapidement. Romain Masneau, RCF. Est-ce que la gauche peut revenir en force en ignorant la question identitaire, le besoin de frontières qui semble s'exprimer bien au-delà des seuls partis populistes quand même? Marc-Olivier Padis. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel la gauche a peu investi de réflexion intellectuelle. Quelqu'un comme Manuel Valls a perçu depuis très longtemps que c'était un point central. La gauche est quand même plus à l'aise quand il s'agit de parler des questions économico-sociales au sens le plus classique. Jean-Pierre Chevènement n'a pas vraiment d'héritier. C'est vrai que Jean-Pierre Chevènement avait aussi cultivé ce fillon-là, si je puis dire, ce sillon-là, pardon. Ce sillon-là. Et il n'a guère d'héritier. Sinon, en partie aussi dans le protectionnisme économique et le patriotisme industriel
d'Arnaud Montebourg, mais qui ne convainc guère qu'une petite minorité du camp de la gauche. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, on a assez peu parlé d'Europe là jusqu'à maintenant. Est-ce que finalement la sortie des Britanniques de l'Union ne peut pas donner un coup de fouet à la poursuite de la construction européenne qui semble un peu en panne en ce moment sur beaucoup de dossiers? Marc-Olivier Padis. C'est un défaut de notre système présidentiel, c'est que tous les 5 ans, on revient au problème de la France et on fait comme si notre pays était une île, comme si on s'était détaché du sol, qu'on était entouré de brouillard. Tout d'un coup, on se retourne vers nous-mêmes en disant que voulons-nous, qui sommes-nous? On se pose des grandes questions et on ne voit pas le contexte autour de nous. Or, le contexte européen, vous avez raison de le dire, est extrêmement préoccupant. Alors c'est vrai que la sortie de la Grande-Bretagne, en même temps, libère l'Europe sur un certain nombre de sujets où les Britanniques freinaient énormément, bloquaient, et cherchent d'ailleurs toujours à bloquer, même s'ils sont partants. En particulier, je pense aux questions de sécurité, justement, et de défense, sur lesquelles les Français et les Allemands ont développé depuis quelques mois les discussions, à la fois parce que du côté français, le terrorisme, et du côté allemand, l'arrivée de nombreux réfugiés, ont remis en haut de l'agenda politique la question de la sécurité, de la gestion des frontières. On peut imaginer une politique de défense commune, de gestion commune des frontières qui soit vraiment appuyée sur des moyens? Il y a des choses qui ont commencé dans ce sens-là. On a créé des gardes-frontières européens et l'Allemagne est sortie un peu de son attentisme sur les questions de défense, attentisme lié bien sûr à son histoire, mais elle est finalement en seconde zone et de façon peu visible, en réalité très présente auprès de la France, y compris au Mali. Et si, comme je le crains personnellement, la pression russe sur l'Est de l'Europe continue à se faire sentir, puisque Vladimir Poutine se sent porté, lui, par la conjoncture. C'est un problème géopolitique pour l'Allemagne. L'Allemagne est beaucoup plus exposée sur tout son flanc Est. Les Polonais sont inquiets de la situation ukrainienne. Les pays baltes, sont sous la pression russe aussi. Et donc l'Allemagne est en train de bouger sur les questions de sécurité et ils savent qu'il faut à nouveau trouver un accord franco-allemand pour avancer sur ces sujets. On arrive au terme de cette édition de Face aux chrétiens. Une dernière question de Béatrice Bougnol, La Croix. D'accord. Une des dernières actualités en Europe, ça a été la démission de Matteo Renzi. Est-ce que la social-démocratie a échoué en Europe? Et sinon, quel est encore son avenir? Marc-Olivier Padis. Ce qui caractérise la social-démocratie, c'est deux choses. À la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que sa philosophie sociale est articulée sur l'importance du travail dans notre société. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a toujours su se réinventer. Il y a eu toujours des initiatives, la dernière en date ayant été par exemple la rénovation du Parti travailliste anglais par Tony Blair, qui a eu aussi des effets avec Gerhard Schröder en Allemagne. Et donc à chaque fois on dit la social-démocratie est mourante, mais elle a toujours su se réinventer. Pourquoi? Parce que avec son ancrage sur le travail, elle est toujours très réaliste. La social-démocratie vit peu d'idéologie. C'est un des courants de la gauche certainement les plus pragmatiques et les plus attentifs aux évolutions des modes de vie aussi, aux évolutions de l'industrie, de l'économie qui sont particulièrement nombreuses aujourd'hui. Donc évidemment, ce serait absurde de dire le contraire. Aujourd'hui, les turbulences sont fortes. Jamais la social-démocratie a été autant sur le reculoir dans l'ensemble du niveau européen. Mais moi, je reste optimiste sur sa capacité à se réinventer profondément. Une dernière précision, Marc-Olivier Padis. Si je vous ai bien compris, vous n'excluez pas totalement la possibilité d'une victoire de Marine Le Pen au second tour. Je ne l'exclus plus aujourd'hui parce que l'électorat de gauche qui aurait pu se déplacer pour Alain Juppé serait beaucoup plus réticent face à François Fillon, en tout cas avec le programme qu'il a développé dans la primaire, avec la tonalité, avec le style, avec, je dirais aussi, les messages un peu implicites de sa posture, de son langage vis-à-vis du système, etc. Et donc, une partie des électeurs de gauche peuvent, comme on l'a vu déjà à des élections locales, se tourner vers Marine Le Pen, ce qui serait une situation extrêmement préoccupante à mon sens. Très bien, écoutez, merci beaucoup à vous Marc-Olivier Padis. Je rappelle que vous dirigez les études de la Fondation Terra Nova, qui est donc l'un des lieux, on l'a entendu,
où se pense l'avenir de la gauche, où se pensent les fondements des gauches aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Notre invité, la semaine prochaine, eh bien, nous serons à la veille de la fête de Noël. Donc notre invité sera Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, président de la Conférence des évêques de France. Et nous procéderons avec lui, évidemment, à une vaste revue de l'actualité de l'année 2016, ses bonheurs et ses malheurs. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver notre émission Face aux chrétiens donc sur tous les sites de KTO, de Radio Notre-Dame, de RCF et de La Croix. Merci à vous tous de votre fidélité. À la semaine prochaine.